Alors, la partie de phonétique. Quand je vous ai dit, dans la première partie de la séance, à l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, la phonétique, l'évolution phonétique devient moins, importante et moins, poussée. Évidemment, il y a une certaine stabilisation du point de vue phonétique, mais, il y a tout de même des changements qu'on devra aborder et qu'on devra expliquer et surtout la grande nouveauté à partir du XVIe siècle, c'est le fait que à côté de l'évolution phonétique, ce qui est important est l'aspect orthographique, c'est-à-dire la manière d'écrire en français sur laquelle, au XVIe siècle et ensuite, on commence à mener une discussion et à opérer des interventions importantes. Et comme je vous ai dit, de ce côté-là, le rôle des imprimeurs est très important. On le verra mieux dans la prochaine séance. Donc, aujourd'hui, la partie phonétique sera assez courte. Je dois vous commenter 2 fiches de phonétique et une fiche lexicale, mais on abordera en même temps aussi l'aspect graphique et orthographique. Donc, passons tout de suite à quelques phénomènes typiques du XVIe siècle. Tout d'abord, on constate une certaine difficulté à distinguer les 3 types de «et» qui s'écrivent toutes de la même manière, mais qui expriment un «e» ouvert, un «e» fermé ou un «e» central. Le «e» central étant ce qui deviendra en français moderne le «e» muet. Donc, pour distinguer ces 3 types de «e», on aura besoin de quelques artifices, et de quelques, signes diacritiques, donc d'où l'introduction des accents, comme on verra par la suite. Il y a ensuite le problème des triphtongues. La langue française a encore des combinaisons vocaliques très complexes. L'adjectif beau est toujours prononcé comme vous voyez, Beaus, ce qui est en principe refusé par les théoriciens de la langue et de la prononciation. Donc, on commencera à cette époque à stabiliser et à réduire les triphtongues, ce qui donnera la prononciation moderne beau. Troisième phénomène, c'est la distinction entre H latin et germanique. Donc on commence jusqu'au XVIe siècle, même au-delà, le H était toujours aspiré, le H germanique, contrairement au H latin qui avait été, à l'époque du moyen français, comme je vous avais dit, réintroduit d'un point de vue graphique, mais qui n'a pas d'effet sur la prononciation. Or, cette distinction difficile entre H latin et germanique amène parfois des phénomènes d'hypercorrection. Par exemple, on constate la présence d'un H dans des mots d'origine latine, tels que huile et hui, qui, en principe, n'ont pas ce H du point de vue étymologique. En fait, vous pouvez constater à partir de la fiche que huile dérive de oleum latin sans H et que hui dérive de ostium sans H non plus. Pourquoi donc on ajoute un H à ces mots? On le fait en principe pour les distinguer de certains mots homographes, c'est-à-dire qui s'écrivent de la même manière. Alors vous savez que pendant tout le Moyen Âge, il n'y avait pas de distinction graphique entre U et V. C'est une distinction qui ne s'opère pas tout à fait au XVIe siècle, mais qui commence à se faire plutôt au XVIIe, comme on verra. D'où le fait que certains mots pouvaient se confondre à cause de l'évolution phonétique. Par exemple, huile pouvait se confondre avec ville, puisque U et V n'étaient pas différenciés. D'où le fait que pour distinguer mieux ces mots, on a introduit un H non étymologique dans la forme huile. Même chose pour oui, qui pouvait se confondre avec vis. Vous voyez que si vous enlevez le H, puisque le U et le V n'ont pas de distinction, ils s'écrivaient toujours U, ces deux mots étaient écrits de manière identique, d'où le fait d'introduire un H.
Le même H est utilisé de manière de plus en plus stable pour indiquer le C palatalisé, surtout devant A. C'est le cas de Chan, qui devient déjà à cette époque Chan, avec la prononciation moderne, mais c'est aussi le cas de quelques formes de C plus E, comme le cas de chevalier, par exemple. Donc, du point de vue de l'orthographe, de la graphie, le H est stabilisé pour indiquer la prononciation palatalisée du C. Chevalier, champ. On constate également dans la graphie typique du XVIe siècle une extension de certaines formes d'abréviation qui étaient utilisées dans les manuscrits médiévaux, notamment le X, dont on a déjà plusieurs fois parlé, qui était l'abréviation pour US au Moyen Âge, qui est utilisé de plus en plus souvent pour les pluriels, même pour des mots qui en fait ne terminaient pas en us, mais tout simplement en s. Donc le X remplace le S dans des formes telles que noix, voix, par analogie aux formes qui se terminaient en US et qui avaient dans la graphie un X. Donc ce X est utilisé de manière de plus en plus fréquente et on oublie pratiquement que l'origine de ce X était une abréviation pour US et on l'utilise pour exprimer le pluriel en général. Même chose pour une autre abréviation qui était le Z final. Z qui était en principe, je vous l'ai dit, abréviation pour TS. Et en fait, ce Z est utilisé toujours pour indiquer le S final dans des mots avec un E tonique. Cela est très utile parce que, avant l'introduction des accents, ce Z aide à faire comprendre finalement que le E est un E tonique. Donc, vous avez des mots qui n'avaient pas de TS à la fin, comme né, qui dérive de nasum. Donc, c'est, si vous voulez, donc nasum, évidemment, n'avait pas d'abréviation pour TS, puisque si vous éliminez le M final et le U final comme on fait d'habitude, ça reste un S. Et pourtant, pour aider à faire comprendre que ce E était un E tonique, on adopte cette graphie Z qui était en principe utilisée pour les abréviations de TS. Même chose pour aimer, qui est un participe, amatus, un participe du verbe aimer. Là aussi, vous voyez que dans ce cas, par contre, le T est bien présent, donc c'est justement une forme pour TS dans ce cas, mais dans la graphie, en tout cas, ce Z est utile pour indiquer la prononciation tonique sur le E, l'accent sur le E, aimer. Donc on peut revenir à la fiche pour passer à un autre phénomène qui est la généralisation des doubles consonnes graphiques pour indiquer un E ouvert. Donc vous voyez que là, je suis en train de traiter maintenant deux solutions possibles pour le problème énoncé à la première ligne, c'est-à-dire la difficulté à distinguer les trois types de E. Cette distinction se fera par le biais des accents à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, mais au début, on trouve d'autres solutions typiques. Pour indiquer le E tonique, par exemple, on utilise le Z final, et pour indiquer le degré ouvert du E, on généralise l'emploi des doubles consonnes. Et là, c'est comment dire, une solution adoptée en particulier par un grammairien et un théoricien de la langue tel que Robert Estienne, dont on parlera dans la prochaine séance. Vous voyez par exemple l'exemple de appel, terre. Ces deux mots en français médiéval pouvaient s'écrire avec un seul L ou un seul R, appel, terre. La prononciation ne change pas, donc le double consonne ne change pas de prononciation, mais la double consonne est une aide pour comprendre que la prononciation du E qui précède la double consonne est un E ouvert, appel, terre. Donc,
encore une fois, on introduit une forme qui n'a pas de fonction phonétique en tant que telle, c'est-à-dire que le double L n'a pas de valeur de double L, le double R n'a pas de valeur de double R, la prononciation est la même, on le prononce toujours comme des consonnes simples, mais c'est utile pour aider à la prononciation de la voyelle tonique qui précède. Les mêmes le même phénomène de double consonne est utilisé aussi pour indiquer la dénasalisation d'une voyelle. C'est toujours Aubert Etienne qui propose cette solution. Par exemple, dans des formes telles que pomme et femme, les voyelles qui étaient des voyelles nasales sont dénasalisées. Donc la prononciation actuelle encore est une prononciation qui n'est pas nasalisée. Et cette dénasalisation est indiquée du point de vue graphique par la présence d'un double M. On peut passer maintenant à la deuxième fiche phonétique, des phénomènes phonétiques qu'on veut traiter dans cette séance, pour constater d'autres phénomènes qui sont typiques et caractéristiques du XVIe siècle. Ce qu'on remarque, c'est encore une hésitation entre la prononciation O et OU des voyelles initiales. Alors, on parlera mieux de ça quand on commentera les textes, parce que c'est dans les textes qu'on voit de manière plus évidente cette, comment dire, hésitation de graphie, mais je voulais tout de même vous l'introduire d'un point de vue théorique. Cette discussion sur la prononciation O et OU dans les voyelles initiales, évidemment, se reflète aussi sur la graphie des mots, comme vous pourrez constater. Par contre, pour ce qui est des voyelles finales, le E central, dérivé d'un A latin, devient muet justement à partir de la fin du XVIe siècle. Donc c'est à l'époque du XVIe siècle qu'on assiste à la dernière évolution du E central. Je vous avais dit, je vous rappelle une indication que je vous avais donnée dans les fiches de phonétique, toute voyelle finale latine disparaît, sauf le A qui s'affaiblit en E, prononcé E justement central, et de plus en plus affaibli jusqu'à disparaître dans la prononciation, mais pas dans la graphie, attention, pour devenir un E muet à partir justement de la fin du XVIe siècle. Un autre phénomène que vous connaissez bien, dont on a déjà parlé plusieurs fois, est l'évolution phonétique de la diphtongue ouais, qui est simplifiée et réduite à est dans la langue de la cour parisienne. Normalement, au niveau graphique, on indique cette prononciation est avec est ouvert avec la graphie AI. C'est encore la graphie qu'on utilise aujourd'hui. Or, attention, parce que là, c'est un phénomène qui concerne seulement, comment dire, une partie limitée de la population française. C'est-à-dire, c'est en principe une habitude de la cour parisienne. En dehors de la cour, on évolue, on continue l'évolution de la diphtongue ouais en passant à oua, qui est la prononciation encore actuelle de la diphtongue écrite oi. On parlera encore de cette évolution, mais le fait qu'il y ait à la même époque deux évolutions différentes, d'un côté une évolution de la langue de la cour vers est ouvert, et de l'autre côté une évolution vers une ouverture oua de la prononciation ouais, amène à des hésitations qui sont visibles encore aujourd'hui dans la langue moderne. Par exemple, c'est l'hésitation que vous avez entre François et français. Au début, ce mot s'écrivait seulement François. Mais pour indiquer la langue française, par exemple, on a fait prévaloir la prononciation de la cour est, d'où le fait qu'aujourd'hui on écrit français. Vous avez constaté, je crois, qu'encore dans des textes, et on le verra dans la présentation des textes, que pendant tout le XVIe siècle, pratiquement, on écrit encore la langue françoise, donc avec OI. Mais la prononciation de la cour était déjà est à cette époque, ce qui amène à la forme moderne français,
Par contre, le nom de personne reste François. Donc vous voyez là un exemple de cette hésitation de prononciation, de 2 prononciations différentes qui restent vivantes encore aujourd'hui dans la langue moderne. On assiste toujours à l'époque du XVIe siècle à la simplification de la diphtongue AU dérivée de la vélarisation de L. Donc un AU qui dérive de AL commence à être simplifié et à prononcer donc au XVIe siècle. Aube, chaud. Alors que en français médiéval, parfois, mais encore au XVIe siècle, parfois, dans la graphie, on utilise toujours un L. Par exemple, on peut écrire facilement chaud comme ça et aube comme ça. Donc, cette graphie hyper latinisante, si vous voulez, du point de vue de la prononciation, est déjà simplifiée au XVIe siècle. On commence à prononcer O tout simplement. Alors, pour ce qui est du double R, le double R au XVIe siècle est encore prononcé de manière roulée, donc à l'italienne, si vous voulez. C'est seulement à partir de la fin du XVIe siècle, surtout à partir du XVIIe siècle, que la prononciation du R se simplifiera et donnera lieu à la prononciation actuelle qu'on appelle prononciation dorsale, R dorsale. Toujours au XVIe siècle, on finit par perdre en général la prononciation de toutes les consonnes finales. On avait déjà assisté, vous pouvez aller reprendre les fiches du moyen français, on avait déjà vu que certains voyelles finales, telles que le M, le T, le D, le P, n'étaient plus prononcées, même s'ils étaient écrits en souci de rapprochement à la graphie latine. Or, au cours du XVIe siècle, on assiste à la perte de la prononciation de S, L et R aussi bien. Là aussi, ces lettres continuent d'être écrites d'une certaine manière, mais elles ne sont plus prononcées. Or, toujours au XVIe siècle, on assiste aussi à un phénomène contraire. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'hésitation au XVIe siècle du point de vue phonétique. C'est-à-dire, on assiste à une sorte de renforcement dans certaines positions des consonnes finales, ce qui donne, par exemple, le phénomène de la liaison dans lequel les S finaux sont toujours prononcés devant une voyelle, pour les renforcer justement, ou une prononciation des S dans des cas de pause syntaxique, c'est-à-dire quand le S final se trouve à la fin d'une phrase. Par exemple, l'expression « ils sont 6 ». Dans ce cas, on dit, on prononce bien le S. Alors que si vous dites j'ai acheté 6 livres, dans ce cas-là, le S de 6 n'est pas prononcé. Donc il y a un effet syntaxique, de pause syntaxique, qui a une influence aussi sur la prononciation. Une autre évolution qui a lieu au XVIe siècle, c'est le perfectionnement de l'évolution des voyelles nasalisées. Par exemple, on a une identification complète désormais entre A et E nasalisés, au point que, d'un point de vue graphique, certaines formes qui doivent avoir étymologiquement un E, sont écrits avec un A parce que dans la prononciation, il n'y a plus de distinction. C'est le cas, par exemple, de dedans, andouille, ambassade. Ambassade, par exemple, vous pouvez, au Moyen Âge, le trouver écrit souvent de cette manière. Avec un E. Donc, c'est un phénomène typique du Moyen Âge. Là, la graphie moderne reflète cette, comment dire,
différenciation, enfin cette identification entre E et A. Par contre, dedans était le résultat du latin de plus intus. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de A, c'était un E. Donc, en fait, au Moyen Âge, on écrivait facilement de cette manière, qui était une graphie parfaitement étymologique, mais à cause de l'identification dans la prononciation de E et A nasal, ce mot finit par être écrit de cette manière avec un A. Alors, encore, on assiste à un phénomène de hésitation. Cela explique, vous voyez, que certaines hésitations sont conservées aussi en français moderne. Par exemple, dans certains cas, la graphie étymologique est conservée. C'est le cas de sentir et de dent. Alors, même si ce E nasal est prononcé comme si c'était un A, du point de vue graphique, dans ces cas, le E est conservé. Et pour finir, toujours concernant les nasales, on assiste à la chute de consonnes nasales finales dans la prononciation. Donc, la nasalisation s'était déjà accomplie au Moyen Âge et à l'époque du moyen français. Ce qu'on voit au XVIe siècle est la chute des consonnes du point de vue de la prononciation, c'est-à-dire les consonnes M et N sont toujours présentes dans la graphie, mais elles ne sont plus prononcées puisqu'ils ont fini par nasaliser la voyelle. Si vous dites par exemple maman, évidemment, vous terminez avec une voyelle nasalisée, mais vous ne faites pas entendre le N final qu'on trouve dans la graphie. Alors, pour ce qui est du lexique, on va voir justement quelques innovations typiques du XVIe siècle, notamment le fait qu'on assiste à des emprunts de plus en plus fréquents à l'italien, pour deux raisons. D'un côté, pour la présence de personnes d'origine italienne à la cour. L'alliance avec l'Italie était importante au XVIe siècle, donc à la cour, il y a une présence italienne assez importante, mais aussi à cause de l'influence culturelle générale de l'Italie. Vous avez vu, je vous ai dit que, par exemple, toute la réflexion sur l'histoire sur la question de la langue naît à partir d'une réflexion analogue qui a lieu en Italie. Et donc, l'influence culturelle de l'italien est importante et cela se reflète dans l'introduction de plusieurs formes lexicales italienne en français. Vous en voyez quelques exemples, je ne vais pas commenter. En même temps, il y a encore l'introduction de quelques rares formes latines, telles que visière et structure. Donc les latinismes deviennent, comme je vous ai dit, de moins en moins importants, mais il y a toujours une utilisation de quelques formes de ce type. Une autre caractéristique, le XVIe siècle, est l'époque des grandes découvertes géographiques. On commence à connaître des lieux exotiques qu'on ne connaissait pas au Moyen Âge, et cela provoque l'importation de certaines formes typiques de ces régions. Par exemple, on assiste à l'entrée de certains mots tels que ouragan, tornade, mangue ou chagrin, thé, cacao, pour indiquer quelque chose qui n'était pas connu dans la langue médiévale. Alors, du point de vue lexical, on constate l'emploi de certaines formes qui se sont perdues en français moderne. Par exemple, Rabelais utilise encore le verbe visiter pour une personne. Donc, on visite une personne, on va voir une personne, alors que en français moderne, évidemment, on visite seulement un lieu, en principe. Ou on a un emploi très fréquent de formes composées. On le verra dans les textes de Rabelais, euh, type faire demande, donner ordre, ces formes composées qui sont très fréquentes au XVIe siècle. Toujours chez Rabelais, on le verra dans le texte, on assiste à l'emploi de l'adjectif ordinal quinte pour indiquer cinquième. Encore aujourd'hui, cette forme est utilisée par exemple pour distinguer, alors elle est utilisée de manière très rare, mais par exemple pour distinguer Charles Quint, roi d'Espagne et empereur, et Charles V, roi de France. Alors, une autre chose qui est
n'est pas tout à fait lexical, mais qui est à la limite entre le lexique et la syntaxe, si vous voulez, est une règle pour l'emploi du passé simple et passé composé. Alors, vous avez vu qu'en français médiéval, on alternait facilement les temps historiques du passé à l'intérieur de la même phrase. Donc, on pouvait utiliser de manière assez indifférente un passé simple ou un passé composé. Or, Henri Étienne, encore un grammairien c'est le père de Robert Étienne, un grammairien du XVIe siècle, établit la règle des 24 heures. C'est-à-dire que si on parle de quelque chose qui a eu lieu dans les 24 heures, on utilise le passé composé. Alors que si on dépasse les 24 heures, on doit utiliser le passé simple. Et pour terminer avec la partie linguistique, on voit au XVIe siècle une régularisation de l'emploi de l'article. L'article n'est pas encore obligatoire au XVIe siècle, mais il devient de plus en plus utilisé au point que, par exemple, dans sa défense, Du Bellay prévient le lecteur et il lui dit « Garde-toi aussi de tomber en un vice commun, même au plus excellent de notre langue, c'est l'omission des articles. » Donc, il y a tout de même une forte recommandation pour employer l'article qui amènera au XVIIe siècle à une généralisation de la règle, c'est-à-dire qu'il faut toujours utiliser l'article devant un substantif. C'est tout aussi pour la partie linguistique qui nous reste à voir donc le commentaire des textes dans la troisième partie de la séance.